Alors, est-ce qu'on peut gagner sa vie avec un podcast? J'ai envie de te dire, on peut gagner sa vie avec presque tout et n'importe quoi. T'as des gens qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo. Plus on avance dans la connaissance et quels que soient les domaines, plus on se rend compte du vaste champ qu'en fait on ne maîtrise pas et on ne connaît pas sur une question donnée. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent. C'est assez dramatique parce que c'est des questions qu'on n'avait pas il y a encore quelques années et qui reviennent de plus en plus. C'est un vrai sujet, les pics de pollution dans les grandes villes. Moi, je le constate au quotidien aussi quand je m'entraîne. Je pense qu'on a là le produit masquant le plus efficace à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la moindre grosse perf, même celle qui peut poser le plus de questions, sera balayée d'un revers de la main avec c'est grâce aux chaussures, et tout le monde dira bah oui, c'est grâce aux chaussures parce qu'elles font gagner 3 minutes, et on n'ira pas plus loin. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial puisque on a pris l'habitude à chaque fin d'année de vous proposer un épisode FAQ où on répond à toutes vos questions. Et pour nous aider à réaliser cet épisode, on a fait appel à Lauriane que vous commencez à connaître puisque c'est elle qui a maintenant l'habitude d'animer tous nos FAQ. Lauriane, comment ça va ? Ça va très bien, écoute Guillaume, je suis ravie de vous retrouver. Salut Fred. Salut Lauriane, bienvenue. Merci, je suis très très contente de vous retrouver vraiment pour terminer cette année en beauté. Eh bien parfait, il me reste plus qu'à te confier les manettes de l'émission puisque pour cet épisode c'est pas moi qui vais poser les questions à Fred pour une fois, mais c'est toi qui vas nous les poser à tous les deux, donc à toi de jouer. Allez, c'est parti. Je vais commencer toutefois par faire un petit rappel quand même à nos auditeurs qui sont quand même désormais des habitués du FAQ. Donc je rappelle que Fred et Guillaume ne connaissent pas les questions et j'en profite pour remercier Pierre-Emmanuel évidemment qui m'a aidé à les sélectionner. Et ce sont des questions qui comme toujours seront divisées en 3 parties. Donc une première partie qui sont des questions généralistes sur le podcast, ensuite des questions plutôt pour vous, Fred et Guillaume, et pour finir des questions sur les entraînements. Est-ce que ça vous va ? C'est parfait. Nickel. Allez, alors c'est parti. Première question de Nolwenn Venti, que réservez-vous pour 2021 ? Ah, et après que Fred s'est rasé la moustache, il va maintenant se laisser pousser les cheveux. Ça va être la grosse nouveauté de 2021. On a deux mois. C'est l'enjeu. Je suis pas sûr qu'il soit atteignable, mais voilà, il faut se fixer des objectifs très élevés, comme je le dis souvent. Alors plus sérieusement, qu'est-ce qu'on vous réserve pour 2021 ? Alors déjà, on peut faire un petit bilan de cette année 2020, parce que c'était une année assez structurante pour nous, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est passé à un rythme de 2 épisodes par mois à 1 épisode par semaine, donc c'est pas rien. On a augmenté de 50% la production de nos contenus, donc il a fallu s'organiser. Mais aujourd'hui, on est capable de proposer un nouvel épisode tous les lundis, donc avec 2 nouveautés, c'est l'Iron Café et Fred en 5 minutes. Et pour 2021, qu'est-ce qu'on vous réserve encore ? Eh bien, la nouveauté, ça va être, et on va essayer de le mettre en place dès février prochain, toutes nos émissions et nos interviews vont être filmées. Et donc, on va pouvoir, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent sur YouTube, proposer des images pour avoir un contenu un petit peu plus enrichi. Et on va aussi pouvoir diffuser en direct nos émissions sur Twitch, parce qu'on a très envie d'investir ce réseau social auquel on croit beaucoup. Sinon, pour les autres informations qui concernent plus la vie du podcast, eh bien, c'est qu'on va bientôt investir des nouveaux studios en plein cœur de Paris, dans le Marais. Et donc, on va pouvoir aussi, quand la situation sanitaire le permettra, parce que malheureusement, en ce moment, c'est pas possible, pouvoir inviter des spectateurs, du public à chaque émission. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est à chaque fois qu'on reçoit un athlète, vous allez pouvoir aussi le rencontrer et échanger avec lui au moment de l'émission. Donc voilà, on va essayer de mettre plus de live, plus de public, plus d'interaction sur cette nouvelle année et on s'adaptera évidemment à la crise sanitaire parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et dernière information, et je vais finir sur ça, saison 2 du podcast 93 jours, où cette fois je vais m'intéresser au sucre ajouté. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se passer d'aliments qui ont du sucre ajouté et la place du sucre dans l'alimentation moderne ? C'est quand même un vrai fléau et les liens aussi entre sport et sucre. Donc grosse enquête à venir sur 93 jours. Et en 2020, Guillaume a pas tout dit. On a aussi lancé nos premiers programmes. Il y a eu reprendre la course à pied en sortie de confinement et en cette fin d'année le VMA Boost Challenge. Et là, puisque on vous parle de surprise pour 2021, on va pas trop détailler, mais on va évidemment continuer dans cette voie-là pour avoir
pour avoir une proposition la plus large possible. Pas mal de nouveautés à venir, alors on a hâte de voir ça. Mais nous, on en veut toujours plus. Et d'ailleurs, j'ai Nico Karedek qui demande si vous pensez un jour sortir un podcast exclusivement sur le trail. Alors ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on n'a pas de projet de sortir un podcast exclusivement sur trail. Après, ça va dépendre aussi de nos partenaires, ça va dépendre de l'actualité. Il n'y a rien qui est figé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Dans la tête d'un coureur, on a à cœur de parler plus de trail et notamment sur la partie plus estivale, c'est-à-dire au printemps, à l'été. C'est des sujets qui vont revenir peut-être de manière un petit peu plus récurrente. Il y a beaucoup de trailers aujourd'hui qui nous écoutent sur Dans la tête d'un coureur et on n'a pas forcément envie de segmenter ou de diviser les communautés. On préfère que ça fédère tout le monde en fait. Et en plus, il y a énormément de podcasts spécialisés sur trail qui se sont lancés actuellement. Donc voilà, si un jour on vient sur le trail, il faudra qu'on apporte quelque chose de nouveau, de très différent de ce qui se fait actuellement et avec une vraie valeur ajoutée pour le trailer. Donc on se laisse encore un petit peu de temps, mais pourquoi pas dans l'avenir? Ok, bon, super. Vous avez aussi de très nombreux invités, hein, toujours de nouveau, toujours plus. J'ai Maxime Lenz qui se demande comment faire pour être invité à témoigner dans le podcast. Alors ça, je crois que c'est une question que reçoit le plus souvent Pierre-Emmanuel sur les emails ou sur Instagram en message privé sur les communautés. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour être interviewé et passer dans votre podcast. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un élément qui est caractéristique dans le choix de nos invités, c'est l'histoire humaine et le lien que la personne entretient avec la course à pied. Que vous soyez un athlète de haut niveau, que vous soyez un athlète amateur, peu importe, on a tous les profils de coureurs aujourd'hui qui sont interviewés dans l'émission. L'élément commun, c'est vraiment leur histoire. Donc voilà, on ne va pas interviewer quelqu'un pour l'interviewer, ça n'aurait pas de sens de faire ça. Néanmoins, on est convaincu que parmi nos auditeurs, il y a forcément des gens qui ont des histoires incroyables. Il y a forcément des gens qui ont un lien très très spécifique avec la course à pied, qui pourraient apporter de la valeur aux autres personnes, qui pourraient les inspirer et que ça pourrait nous aider tous en fait. Donc c'est la raison pour laquelle avec Fred, on réfléchit à une mécanique pour pouvoir récupérer ces témoignages, peut-être en sélectionner quelques-uns et inviter nos auditeurs à témoigner. Donc ça, c'est en projet pour 2021. Et c'est vraiment une vraie question, hein, comme le dit Guillaume, parce que voilà, on l'a prouvé dans l'ensemble des interviews qu'on fait maintenant depuis 3 saisons. On ne privilégie évidemment pas les athlètes de haut niveau, puisqu'on peut constater qu'on a tous les profils. Et l'idée, c'est effectivement de réfléchir à comment on peut ouvrir une partie témoignage de la part notamment des personnes qui nous écoutent, mais essayer de le faire, on va dire, de la manière la plus structurée possible, parce qu'on sait évidemment que lorsqu'on va ouvrir cette possibilité-là, on va créer beaucoup de déceptions aussi, parce qu'on a, comme le disait Guillaume, beaucoup de demandes, et donc on essaie de trouver le meilleur moyen de façon à ce que les personnes s'y retrouvent pleinement. Ok, bon, encore une nouveauté à venir alors. Et du coup, je termine ce sujet des invités avec une question de Pepsi Coops. À quand un épisode avec Vincent Louis ? Alors, à quand la date exacte, on ne peut pas la donner. On est déjà en contact avec Vincent et son entourage. Après, il faut comprendre que Vincent passe une grande partie de son année en entraînement aux États-Unis. Après, souvent, quand il revient en Europe, c'est pour les compétitions. Donc, il faut trouver le moment adéquat, parce que vous savez que nous, que lorsqu'on interview, on aime être avec les personnes plutôt que faire ça à distance. Voilà, il y a une interaction qui se passe et qu'on peut pas avoir si on le fait lui aux États-Unis et nous en France. Donc, on attend le bon timing. Mais voilà, je pense sans vraiment trop dévoiler de choses, parce que je suis pas en mesure de le faire, que ça devrait être pour cette saison-là. On discute effectivement avec les partenaires de Vincent pour pouvoir organiser ça. Et on aimerait bien le faire en public aussi, inviter quelques-uns de nos auditeurs. Alors voilà, on préfère attendre un petit peu, voir comment la situation aussi sanitaire évolue, le meilleur créneau. Mais je pense que ce serait vraiment sympa de proposer aussi à nos auditeurs de pouvoir rencontrer Vincent et d'assister à cette émission-là. Donc voilà, il faut être encore un petit peu patient, mais je vous assure que c'est pour la bonne cause. Bon, dis donc, elle s'annonce sympathique cette année 2021. Alors, prochaine question de Yves Certès. Allez-vous refaire des sujets autour du dopage, aussi bien biologique que technologique ? Alors, concernant le dopage biologique, on avait déjà fait un épisode assez complet. On a eu des demandes, hein, effectivement, notamment de témoignages.
enfin, dans l'idée qu'il serait bien qu'on entende des athlètes directement concernés, notamment qui aient pu avoir recours à ce type de pratique. Il faut savoir que c'est un sujet assez délicat, même pour ceux, entre guillemets, pour les repentis qui acceptent de s'exprimer sur le sujet, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, on réfléchit aussi à comment aborder cette question sous un angle comme on l'avait fait avec le premier épisode du podcast consacré aux dopage, avec un angle explicatif et vraiment qui apporte quelque chose et sortir de l'émotion et de la polémique par rapport à ce sujet-là, mais voilà, plus un angle de compréhension des choses en évitant un maximum de jugement. Après, chacun a son opinion évidemment. Concernant le dopage technologique, moi, à ma connaissance, on n'est pas concerné, l'athlétisme. Il y a eu un questionnement autour des nouveaux modèles de chaussures notamment, mais il y a une la World Athletic, la Fédération internationale d'athlétisme, a légiféré en quelque sorte sur le sujet, et toutes les chaussures utilisées en compétition sont des chaussures autorisées. Donc, à l'heure actuelle, parler de dopage technologique en athlétisme, en course à pied, est faux. Parce que ça n'existe pas, sauf si on arrive à découvrir qu'il y a des modèles non homologués dont on se sert en compétition. Mais ça, c'est voilà, on n'a pas encore de découvert de loup sur cet aspect-là des choses. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie du coup de cette FAQ, et ce sont les questions sur vous, Fred et Guillaume. Et je commence par une question voyage qui nous a été posée par Lucas HZG, qui vous pose la question suivante. Allez-vous organiser un nouveau voyage en Éthiopie pour les 10 km d'Addis Abeba? Si oui, comment vous rejoindre? Alors, la réponse est oui. Oui, dès qu'on pourra. En fait, la Great Ethiopian Run a été annulée cette année, évidemment, parce que la crise qu'on traverse est planétaire, hein. Et du coup, les voyages étaient suspendus, les courses étaient annulées. Enfin, voilà, tout le monde, en tout cas de la planète running, a suivi l'actualité des courses, et très rares sont celles qui ont été maintenues. Elles se comptent sur 2 doigts au final. 3 doigts même, parce qu'il y en a eu à Shanghai une. Alors très concrètement, oui, dès qu'on pourra, on va relancer, hein, sachant que c'est une course qui a classiquement lieu au mois de novembre. Donc si la situation se normalise sur 2021 et qu'on puisse voyager et y aller, on organisera ce voyage. Et comment nous rejoindre? En nous suivant sur nos réseaux, nos émissions, puisqu'on annoncera évidemment à l'avance, suffisamment à l'avance, pour que les personnes puissent s'inscrire, tout simplement. Ok, bon, on espère que ce sera rapidement possible. Prochaine question de Josie Favenec. Pensez-vous que les records chronométriques vont continuer de tomber avec les chaussures à plaque carbone? Alors ça a été un peu le grand débat de l'année. Il faudrait déjà être sûr que tous ces records sont tombés grâce et uniquement aux plaques carbone. Moi, je suis assez réservé sur ce sujet. Très honnêtement, je l'ai exprimé, je l'exprime aussi avec des experts qui font tout un tas de statistiques sur cette question-là. Je suis moins convaincu de l'effet chronométrique pur et dur de ces nouvelles chaussures, mais d'une manière, on va dire très subjective. De toute façon, je pense que dans cette question-là, on ne peut être que subjectif. Moi, j'ai une quinzaine d'athlètes dans mon groupe d'entraînement. Les 15, pour pas mentir, sont équipés de ces chaussures-là. Je n'ai eu aucun gain comparable avec ce qu'on annonce 2 à 3 minutes sur les courses, sincèrement. Donc voilà, on pourrait me dire que certains athlètes s'adaptent mieux aux chaussures que d'autres. Moi, sur 15, j'ai peut-être un gros coup de malchance. J'ai 15 athlètes qui s'adaptent pas. Alors, ils me font part, hein, des bénéfices que procurent ces chaussures et qui sont assez largement partagés lorsqu'on lit, c'est-à-dire que elles retardent la fatigue, les courbatures après les grosses séances sont moindres. Mais sincèrement, sur un aspect purement chronométrique, j'ai pas vu les différences qui sont annoncées par un certain nombre d'athlètes et qui justifieraient à elles seules, ces chaussures-là, tous les records qui tombent. Je l'ai dit d'une manière peut-être un peu brutale à plusieurs personnes, et je me suis exprimé clairement sur le sujet. Je pense qu'on a là le produit masquant le plus efficace à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la moindre grosse perf, même
celle qui peut poser le plus de questions, sera balayée d'un revers de la main avec c'est grâce aux chaussures, et tout le monde dira oui, c'est grâce aux chaussures parce qu'elles font gagner 3 minutes, et on n'ira pas plus loin. Ça peut être peut-être, comme ça a été évoqué par certains, parce qu'il y a eu moins de compétition. Et finalement, les athlètes sont arrivés beaucoup plus frais sur les compétitions. Peut-être que les conditions les ont amenés à se recentrer sur leur entraînement, de travailler de manière différente, puisque notamment on pouvait plus s'entraîner en groupe. Donc peut-être un recentrage personnel qui leur a été bénéfique. Ça peut être aussi lié à des pratiques illégales dans la recherche de performance. Tous les records qui sont tombés, moi j'ai pas la réponse, si je l'avais, je la donnerais évidemment, peuvent être liés à différentes choses ou à un concours de ces différentes choses. Mais je pense que tout résumé à la simple arrivée sur le marché des chaussures à plaque carbone, je pense que c'est vraiment méconnaître la performance en course à pied, très honnêtement. C'est mon avis. Alors, je partage complètement le constat que fait Fred, et c'est vrai que c'est assez troublant pour nous parce qu'on nous demande beaucoup notre avis, on nous demande de traiter cette question-là, mais on ne cesse de le répéter, il nous faut encore du temps, il faut qu'on ait les études nécessaires pour savoir de quoi on parle, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup d'allégations autour de cette chaussure, il y a beaucoup de gens qui revendiquent des gains qui sont assez spectaculaires. Quand on parle de 2-3 minutes sur marathon, on peut parler de gains spectaculaires, mais nous, c'est particulier parce que dans le constat, c'est-à-dire que les athlètes qui sont autour de nous, les gens qui courent avec cette chaussure, il n'y a pas de performance accrue. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une excellente chaussure qui permet une meilleure récupération et une meilleure qualité musculaire. Mais en gain chronométrique, les gens qui font des séances de 3 x 5000 n'ont rien gagné. Les gens qui font des séances au seuil n'ont rien gagné sur leur chrono. Quand vous faites un 10 x 1000, vous n'avez rien gagné. On va laisser le temps aux compétitions de revenir. On va voir concrètement les gains de manière factuelle, de manière mathématique. Et là, on pourra en déduire des conclusions. Pour l'instant, il n'y a plus de course. Donc on ne peut pas vraiment savoir. Voilà, et on peut prendre des tas d'exemples. On peut prendre les exemples qui marchent. On peut prendre un autre exemple et on va sortir de mon groupe pour comme ça va être un peu moins subjectif. Si on prend Julien Vanders qu'on avait rencontré, à l'époque, il venait de battre tout un tas de records. Il avait les 4%, le modèle d'avant, vraiment d'avant. Depuis sont sortis les Vaporfly puis les Afterfly. Depuis qu'il est équipé de cette technologie qui est soi-disant celle qui vous fait gagner 2 à 3 minutes suivant les distances, il est globalement passé, vraiment, et je le dis sans jugement, à côté de l'ensemble de ces compétitions. Donc s'il suffisait d'avoir ces chaussures-là pour gagner autant de temps, Julien aurait fait les mêmes performances. Donc on voit bien que la chaussure ne suffit pas. Je ne vais pas dire qu'elle ne sert à rien, évidemment, parce qu'il ne faut pas tomber d'un extrême à l'autre, mais il faut savoir raison garder. Ok, merci pour toutes ces précisions. Alors Guillaume, j'ai une question pour toi maintenant. Tout le monde sait, je pense que tu préparais le marathon pour 2020, et on se pose donc tous la même question, je pense, qu'Eric Pfeiffer 83. Est-ce que tu as prévu un marathon en 2021 ? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, j'aimerais c'est un projet parce que je pense que tout coureur aujourd'hui a envie de frotter à cette distance du marathon qui est quand même une distance mythique. En tout cas pour moi elle l'est. Elle n'est pas forcément pour tout le monde, mais pour moi elle l'est. Ça a été une aventure incroyable. Surtout que moi j'ai adoré ma prépa pour le marathon 2020 et c'était une très grande frustration de ne pas pouvoir courir comme beaucoup de coureurs, je pense, au mois d'avril de cette année. Est-ce que je vais le refaire en 2021 ? Alors ça va être un petit peu plus compliqué parce que pendant le confinement, je n'ai pas pu m'entraîner. Suite au confinement, j'ai eu aussi un petit souci physique lors d'un déménagement qui m'a bien handicapé pendant un petit peu plus d'un mois. Donc là, j'en suis plutôt à l'idée de me dire comment est-ce que je peux reprendre la course à pied, comment est-ce que je peux me remettre en bonne condition physique. J'ai pris un petit peu de poids. Ça fait maintenant presque 2 mois que je n'ai pas couru. Donc je suis très très loin d'une prépa marathon. Il va falloir vraiment déjà que je passe par une phase de réathlétisation. Donc je vais suivre le programme de Fred. Je reprends la course à pied. Justement, là, pour cette nouvelle année, et je vais faire les choses dans le temps, et en fonction de ma condition physique, si j'arrive à bien revenir, ça fait je crois que depuis 7-8 ans que j'ai pas arrêté pendant aussi longtemps de courir. Là ça fait très très longtemps, je vais vraiment partir de zéro, donc il va vraiment falloir comment mon corps va réagir, est-ce que j'ai bien me réadapter. Voilà, donc ça va être une aventure à suivre. D'ailleurs, je mettrai tous mes entraînements sur Strava, comme ça, celles et ceux qui veulent voir un peu quand on repart de zéro, comment est-ce que ça se passe. À travers notamment le programme de Fred, ils vont pouvoir suivre ça. Et voilà, donc c'est pas encore, j'aimerais bien, mais c'est pas le moment de penser à ça.
Bon, écoute, on va suivre ça avec attention. Alors, j'ai une question pour toi, Fred, qui est, alors je dirais même une double question, qui nous a été posée par Florentinacio et par Sacha CTI. Les questions sont les suivantes. Selon toi, comment reconnaître un bon coach? Quelles sont les qualités requises et quels sont les meilleurs experts du running? Alors déjà, comment reconnaître un bon coach? Moi, je dirais c'est celui qui est coach dans la vie réelle. On voit un certain nombre de gens sur les réseaux qui s'autoproclament coach, notamment en running. Parfois, c'est même pas leur discipline principale. Why not, hein, ils peuvent y connaître quelque chose, mais moi, je dirais vraiment ce qui fait l'essence d'un entraîneur. Et là où il apprend le plus, au-delà de sa formation théorique, c'est dans l'échange direct avec les athlètes, l'observation qu'il peut avoir d'eux sur la piste, sur les différents terrains d'entraînement, en compétition, parce que c'est là qu'on apprend le plus, très concrètement. Construire une séance de fractionné, je dirais presque tout le monde qui lit 2-3 bouquins sait faire ça. Mais ça, c'est de la théorie. La construire intelligemment par rapport à un profil d'athlète dont vous avez pu déceler les qualités, les capacités, ça c'est un autre job et vous ne l'apprenez que dans la pratique concrète. Donc je dirais déjà, comment reconnaissez-vous un bon coach? Regardez qui l'entraîne dans la vraie vie, quel est son groupe d'entraînement et comment se comporte ce groupe d'entraînement, et fuyez les coachs qui ne raisonnent que sur leur expérience personnelle. Très sincèrement, parce que justement, avec moi ça a marché, donc il y en a qui prennent quand même la prudence de dire avec moi ça a marché, c'est pas sûr que ça marche avec vous. Alors, un athlète de haut niveau peut donner des conseils sur comment il aborde une compétition et tout, ça peut servir, mais lorsque vous destinez à encadrer des groupes d'entraînement, le centre, c'est les autres, c'est pas vous. Et ça, il faut vraiment très concrètement le comprendre. À un moment, on partage évidemment son expérience, ça c'est la base, mais surtout on se nourrit des retours des athlètes, et c'est avec ça qu'on se construit, je dirais, une culture assez large d'athlétisme en complément de toute la littérature qu'on peut lire. Donc, vous comprendrez bien que, ayant dit cela, les qualités requises, c'est déjà des qualités de compréhension et d'observation et d'altruisme. Très concrètement, voilà, et évidemment des qualités techniques. Et du coup, ça m'amène aussi à la question sur les experts. Moi, je dirais pas que telle ou telle personne est experte, parce que je m'estime pas légitime à décerner un label de ce type-là. Et déjà, il faudrait savoir ce qu'on appelle un expert running. Est-ce que c'est un expert sur la science, sur la physiologie du sport? Est-ce que c'est un expert au niveau de l'histoire de la course à pied? Est-ce que c'est un expert par rapport à des athlètes de haut niveau qu'il a pu amener à des médailles olympiques? Du coup, voilà, méfiez-vous toujours des gens qui se proclament experts. Alors ça, c'est la première chose. Et pour reprendre une célèbre phrase du philosophe grec Aristote, donc ça date pas d'aujourd'hui. Alors je la mets à ma sauce, mais en gros c'était ça. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, c'est plus on avance dans la connaissance, et quels que soient les domaines, plus on se rend compte du vaste champ qu'en fait on ne maîtrise pas et on ne connaît pas sur une question donnée. Donc voilà, sachons raison garder là aussi, prenez du recul, et si vous avez affaire à quelqu'un qui semble vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement, voilà, méfiez-vous, prenez garde, et surtout demandez-vous, avant qu'il vous ait dit ça, est-ce qu'il a pris le temps vraiment d'écouter ce que vous aviez à lui dire sur vous, votre pratique. Alors là, je crois que Fred a mis le doigt sur un sujet qui malheureusement est un fléau sur les réseaux sociaux. C'est vrai il faut faire attention avec cette notion d'expertise. Il y a des experts dans certains domaines, c'est évident, mais l'approche peut être très différente d'un expert à un autre. Et en plus, généralement, dès que vous êtes expert dans un domaine, votre niveau d'expertise va vous conduire vers un autre domaine. Je vous donne un exemple. J'adore la cuisine, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore lire des livres de cuisine, j'adore cuisiner pour mes amis. Je pensais être un bon cuisinier jusqu'au jour où je suis allé prendre un cours avec un chef 3 étoiles, et je me suis rendu compte que j'y connaissais rien. Tout simplement parce que lui, son niveau d'expertise l'avait conduit à autre chose. Il me parlait de molécules, il me parlait
parlait de chimie. Il m'expliquait que quand tu coupes les échalotes d'une certaine manière, il y a cette molécule qui va se développer. Et je me suis rendu compte que voilà, là, on était dans un autre domaine parce qu'il avait atteint un niveau d'expertise qui l'avait conduit vers autre chose. Donc voilà, il faut faire preuve de beaucoup, beaucoup d'humilité et faire attention à ceux qui prétendent détenir des vérités. Voilà. Ouais, et du coup, je finirais en citant une maxime qui est souvent employée dans le monde scientifique, c'est qu'une vérité scientifique l'est jusqu'à ce qu'on prouve son contraire. Donc voilà, en une phrase, on a tout résumé. C'est un peu de manière simplifiée la théorie de la relativité d'Einstein, c'est que voilà, c'est à un moment c'est vrai. Est-ce que ça sera vrai toute une vie? Peut-être, peut-être pas. Merci beaucoup à tous les deux pour ces précieux conseils. Alors, pas de jaloux, une double question maintenant pour toi, Guillaume. De Manon Veto94 et de Eddy. Peut-on gagner sa vie avec un podcast? Et est-il trop tard pour sortir un podcast ou une chaîne YouTube sur le running? Alors, est-ce qu'on peut gagner sa vie avec un podcast? J'ai envie de te dire, on peut gagner sa vie avec presque tout et n'importe quoi. Tu as des gens qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo et qui gagnent très bien leur vie comme ça. Il y en a qui mettent des photos sur Instagram et qui gagnent très bien leur vie comme ça. Donc, on peut vivre de quasiment tout. Le podcast, c'est un peu différent parce que c'est un peu plus nouveau, ou en tout cas, on en parle depuis un peu moins de temps. Je vais te donner un exemple. Aux États-Unis, tu as un podcast qui s'appelle The Joe Rogan Experience et qui a été vendu à Spotify. Donc Spotify a payé le créateur de contenu pour qu'il diffuse uniquement sur sa plateforme en exclusivité et ils l'ont payé 100 millions de dollars pour ça. Donc ça prouve que oui, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie sur certains marchés, dans certains pays, dans certains contextes, très bien leur vie grâce au podcast. Maintenant en France, si clairement votre objectif c'est de gagner de l'argent, je ne vous recommanderais pas d'aller sur un podcast. Le podcast, c'est un peu comme le marché de l'édition. Si vraiment vous voulez faire de l'argent, c'est pas un livre qu'il faut faire. Oui, si vous écrivez Twilight ou Harry Potter, peut-être que vous allez très bien gagner votre vie, mais votre probabilité d'écrire le prochain Harry Potter, il est quand même assez limité. Donc, le podcast, c'est vraiment un outil qui est fait pour les passionnés, qui nous permet de pouvoir créer des émissions, des thématiques sur des sports. Voilà, c'est un super outil, mais pour pouvoir en vivre, nous, on a réussi ce challenge, mais déjà, on n'a pas qu'un seul podcast. On est présent sur plusieurs sports, sur la culture, pas seulement sur le sport. On a tout un écosystème aussi qui nous ont permis de réussir à trouver la rentabilité. Si vous avez envie de parler, de partager votre passion avec le plus grand nombre, le podcast, pour moi, il n'y a pas mieux. Mais c'est pas l'argent, ça ne doit pas être votre première motivation. Pour moi, c'est évident, sinon ça ne marchera pas. Ok. Après, pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour lancer un podcast ou une chaîne YouTube? J'ai envie de te dire absolument pas. Si tu regardes tout ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est des choses qui se sont développées dans des climats de concurrence extrêmes. Apple, quand ils ont sorti l'iPhone, il y avait 10 fois plus de constructeurs. Il y avait Motorola, Ericsson, il y avait 10 fois plus de constructeurs de téléphones qu'il y en a maintenant. C'est juste qu'ils sont arrivés avec un produit qui était tellement bien, tellement parfait, qu'ils ont, on va dire, tué tout le monde derrière. Mais quand ils se sont lancés, il y avait une concurrence qui était accrue. Donc aujourd'hui, si vous arrivez avec un nouveau format, alors oui, si vous faites le énième format d'interview, c'est sûr que c'est pas le meilleur moyen d'émerger. Mais si vous arrivez avec quelque chose de nouveau, si vous arrivez avec quelque chose de pertinent, quelque chose qui apporte beaucoup de valeur aux gens, et ben là, vous avez largement votre place. Et il n'y aura jamais trop de gens pour vous. Si vous êtes le meilleur, il n'y aura jamais trop de gens pour vous. Merci Guillaume. Alors, on va terminer cette deuxième partie, si vous le voulez bien, avec une question un peu plus personnelle, si j'ose dire, qui est une question de Michael Vino56. Les compétitions vous manquent-elles, à vous deux? Évidemment que oui, évidemment que oui. Elle manque parce que c'est ça qui fait le sel de notre sport, très concrètement. On s'entraîne, alors voilà, pour un moment se retrouver en compétition, revoir les amis, les connaissances, enfin voilà, partager ce moment avec même des personnes qu'on ne connaît pas et dont on va faire la connaissance. Donc évidemment oui, que ce soit entre guillemets les petites ou les grandes compétitions, hein, sans approche péjorative de la chose, bah ça manque parce que voilà, c'est le cœur, c'est un peu notre vie, quoi. C'est Guillaume parlait du fait qu'il aimait cuisiner, bah on sait très bien que toutes les personnes qui aiment cuisiner, c'est aussi pouvoir partager une fois qu'elles ont fait un bon plat, partager ce plat avec des convives. Bah là, c'est un peu la même chose. On peut pas trop partager. Et puis par ailleurs, moi en tant qu'entraîneur, à un moment, ça commence à complexifier la chose parce que on peut jouer sur un certain nombre de ressorts, de leviers, en disant bon bah ça va revenir, les compétitions vont revenir, mais à un moment quand on voit que ça revient pas et qu'il faut quand même aller au charbon entre guillemets pour les athlètes.
il faut trouver les moyens de les tenir motivés, en alerte et de pas tout lâcher. Donc voilà, c'est des vrais défis. Donc moi, très concrètement, j'ai hâte à tous les niveaux que ça revienne. Très concrètement, oui. Et alors moi, les compétitions, ce qui me manque, c'est pas forcément les compétitions en elles-mêmes. C'est ce que disait Fred, c'est vraiment le rassemblement de communauté, pouvoir vivre, aller sur les courses, suivre, c'est cette adrénaline-là. Et après, c'est préparer les compétitions moi, qui me manque. En fait, c'est ce que j'ai remarqué moi sur les grandes prépas. Je sais pas Fred, toi, si tu l'avais aussi vécu quand tu étais coureur. C'est ce que tu vas vivre avec tes partenaires d'entraînement, les émotions, le préparer quelque chose pendant 2-3 mois. C'est quelque chose qui va t'animer. C'est une motivation incroyable en fait de s'entraîner pour une course. Et c'est plutôt ça qui me manque que la compétition elle-même. C'est vraiment cette adrénaline d'avant de course, de préparation, quand voilà, tu as un objectif et que tu vas tout faire pour mener à bien cet objectif-là. C'est hyper stimulant dans ta vie de tous les jours. Et moi, ce que je retiens de ma prépa marathon, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que je pense que je regrette pas du tout, c'est que j'ai vécu des moments incroyables avec mon partenaire d'entraînement. Et c'est quelque chose, nous, qu'on essaye de recréer à travers le VMA Boston Challenge et le DLTC Secret Club. Parce que moi, je vois, c'est vraiment là où il y a de la valeur. C'est pouvoir échanger tous ensemble, c'est pouvoir partager un objectif commun. Et ça, finalement, tu peux le retrouver même sans compétition. Mais bon, j'ai quand même hâte qu'il y ait des choses qui bougent un petit peu. Bon, allez, on y croit et on reste optimiste pour 2021. Alors, je vous propose d'entamer cette troisième et dernière partie qui concerne un petit peu plus les entraînements. Donc, coach Fred, là, je pense que c'est pour toi. Première question de Estelle Tré 78. Comment déterminer son seuil lactique ? Alors là, ça va être clair et c'est, je dirais, plutôt simple. Uniquement un test d'effort en labo, c'est-à-dire avec médecin qui en fait vous fait des prises de sang de manière régulière à différentes allures lors de votre test d'effort pour déterminer votre seuil lactique justement. Tout simplement. Donc le seul moyen, c'est de se faire prescrire un test d'effort et de le réaliser en clinique avec personnel médical. En insistant bien sur le fait que c'est un test d'effort avec détermination des seuils. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple et aussi clair que ça. Ok, super. Alors, prochaine question de Valérie Zitoun 44. Peut-on s'entraîner, même faiblement, quand il y a des pics de pollution en hiver ? Alors que ce soit en hiver ou en été, moi je le déconseille, quoi qu'il arrive, même faiblement. Parce que voilà, on sait que les particules fines peuvent être très nocives pour l'organisme et des fois on gagnera. Et là, je parle plus en termes de santé générale à long terme, évidemment, que l'aspect sportif. On n'a pas des épisodes qui vont durer 15 jours. Alors, pas en France actuellement et j'espère que ça n'arrivera pas. Donc, si en période de pic hivernal de pollution ou même de pic estival, on doit ne pas faire de sport pendant 2-3 jours, je pense que c'est préférable parce que les conséquences à long terme peuvent être catastrophiques et au final, on va dire le gain sportif sera tellement minime que je pense que après c'est une gestion du risque, bénéfice-risque. Voilà, moi je pense qu'il est totalement en défaveur du coup du risque et vaut mieux s'en passer tout simplement. Voilà, c'est pas prudent. Et là, je parle pour les gens qui sont déjà en bonne santé, les gens qui ont plus des pathologies respiratoires, mais ça, elles le savent généralement, vous évitez totalement. Tout simplement, c'est voilà, la santé prime avant tout de mon regard. Mais c'est vrai que c'est des questions qui reviennent. C'est assez dramatique parce que c'est des questions qu'on n'avait pas il y a encore quelques années et qui reviennent de plus en plus. C'est un vrai sujet, les pics de pollution dans les grandes villes. Moi, je le constate au quotidien aussi quand je m'entraîne, notamment l'été. Il y a l'année dernière, j'ai dû annuler beaucoup de séances à cause justement de ces problèmes de pics de pollution. Donc c'est un vrai sujet. Nous, on l'avait traité d'ailleurs dans le Iron Café. On avait fait un sujet autour de ces enjeux-là. Je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les coureurs de préparer des marathons en septembre. On voit d'ailleurs le marathon de Valence aujourd'hui, l'un des arguments qui est le plus donné, c'est le fait que on a des périodes d'été qui sont de plus en plus chaudes. On sort de 2 canicules consécutives, donc s'entraîner en été avec la chaleur, avec la pollution, ça devient vraiment compliqué. Et c'est des questions malheureusement qu'il faut prendre en compte. Comment s'entraîner? Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des pics de pollution? Quel impact la pollution peut avoir sur la santé? Est-ce qu'on va pas avoir aussi des conséquences sur le long terme? On verra sur peut-être des problèmes sanitaires. C'est assez perturbant et c'est vrai que
c'est un sujet qui intéresse les coureurs, hein, parce que quand on avait sorti l'Iron Café, on a fait des pics d'audience assez importants. Il y a des personnes qui comprenaient pas forcément pourquoi on traitait ces sujets-là, mais je pense que malheureusement, ça va devenir assez clair rapidement, donc à suivre. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de le traiter encore un peu plus pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'entraîner, comment on peut pallier à ça. Alors ensuite, on parlait tout à l'heure des programmes d'entraînement qui avaient fait leur apparition cette année. Alors j'ai une question de Duriège qui demande si après le programme de reprise et le VMA Boost Challenge, vous allez enfin proposer des programmes marathon et semi-marathon. Et peut-être même des programmes 10 km. Très honnêtement, oui, lorsque l'actualité s'y prêtera. En fait, on y avait réfléchi, on avait échangé avec Guillaume et Pierre-Emmanuel sur finalement ce qui était le plus pertinent à proposer, parce que l'idée, c'est pas de proposer des programmes pour proposer des programmes, et que ça réponde aussi à des besoins et à des attentes. Par exemple, là, proposer un programme pour un 10 km, sachant que il y a peut-être pas de 10 km avant 3 mois. Oui, le programme te servira peut-être dans 3 mois, mais du coup, tu vas faire quoi tout ce temps-là? Voilà, je pense que ces choses-là viendront en fonction de l'actualité, mais à l'heure actuelle, elle répond pas à un besoin. Donc, nous, notre idée, c'est pas de produire pour produire, mais qu'il y ait vraiment un intérêt pour nos éditeurs, nos éditrices, et de se dire, voilà, moi je prépare telle compétition et tel programme, il peut m'être utile à ce moment-là. Et en ce moment, il n'y a pas de compétition. Donc, moi, qu'est-ce que je fais avec mes athlètes? Je fais ce que je propose aux auditeurs et aux auditrices dans la tête d'un coureur, c'est-à-dire un plan sur la VMA, parce que c'est ce que je fais concrètement. Donc, voilà. Affaire à suivre alors. Prochaine question de Sonia Zoom, on parlait tout à l'heure des conditions météorologiques et climatiques qui changeaient. Est-ce que le temps froid a des conséquences sur nos performances? Alors, le temps froid, finalement, c'est comme avec la pollution. Le temps froid, comme le temps très chaud, impacte négativement la performance. On en avait parlé avec Guillaume notamment. Alors, il faut vraiment descendre à des températures très froides pour vraiment qu'on ait un impact. Après, c'est très individuel et vous le comprenez bien. Et de manière un peu schématique, et certains pourront penser que c'est caricatural, mais ça l'est pas tant que ça. Quelqu'un qui vit et grandit dans un pays froid, je vais prendre nos amis norvégiens par exemple, auront plus de facilité à être performants entre 0 et 5 degrés que quelqu'un qui a grandi et s'entraîne sur le pourtour méditerranéen. C'est aussi simple que ça, parce que il y a des adaptations au long terme qui sont par l'organisme. Donc à un moment, oui, ça impacte, surtout lorsqu'on a des changements de température brutaux. Et là, j'insiste, que ça soit le froid ou le chaud. Très concrètement, alors après, de vous dire dans quelle mesure ça impacte, c'est des moyennes, et moi j'estime que dans ce domaine-là, la moyenne, elle veut pas dire grand-chose très concrètement, parce qu'on est entre 10 et 15% de pertes, mais peut-être il y en a, ça va être 20, 22%, 25, 30% de perte de performance, et peut-être que d'autres, ça sera 5%, voire 0. Mais quoi qu'il arrive, le froid, par exemple, si on prend le froid actuel, il vient en contradiction avec l'effort sportif, parce que le froid va créer notamment au niveau des vaisseaux sanguins, de la vasoconstriction. C'est-à-dire que les vaisseaux sanguins se resserrent. Or, le sport a l'effet inverse. Afin d'amener plus d'oxygène dans les muscles via les globules rouges, les vaisseaux sanguins doivent se dilater. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. Donc, rien qu'à ce niveau-là, on voit que l'organisme est pris entre deux injonctions très différentes. Le froid est donc vasoconstriction pour garder la chaleur interne, et vasodilatation pour amener plus d'oxygène à l'organisme. Donc simplement ça. Votre température interne, elle est impactée par la température extérieure. Donc on a souvent plus de blessures par temps froid parce qu'on croit, entre guillemets, être chaud. Vous savez, les fameux échauffements, mais on ne l'est pas forcément. Et après, quand il fait vraiment très froid, il y a toutes les problématiques sur les voies respiratoires qui peuvent être agressées lorsque le froid qui entre est tellement bas que, entre guillemets, ça vous brûle. Vous savez, le froid, ça brûle, hein, vous l'avez peut-être déjà testé. C'est pareil avec vos voies respiratoires.
je vais faire un parallèle avec ce qu'on appelle le sport santé, qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et ben, dans les prescriptions de sport santé et dans les prescriptions de la Fédération française de cardiologie, il ne faut pas faire de sport intense à moins de 5 degrés. 5 degrés, c'est pas si bas que ça au final. Voilà, donc, et pas à plus de 30 degrés non plus. Donc, vous voyez bien, comme pour la pollution, je dirais, la température, elle impacte beaucoup les risques que vous faites prendre à votre organisme, même dans un milieu sain. Ok, très bien, merci Fred. Alors j'arrive à la dernière question de cette partie, qui est une question d'Estelle. Peut-on se fier aux analyses de Garmin Training Effect? Est-ce que c'est fiable? Alors que ça soit Garmin ou Polar ou toute autre marque qui propose des programmes ou des évaluations de ce que vous faites, je vous dirais non, très honnêtement. C'est fait de manière très scientifique, sur des bases très larges, mais ce ne sont que des moyennes, très honnêtement. Donc, alors moi, avec tous les athlètes que j'ai, et j'ai aussi pu le tester sur moi, ça ne donne jamais les bonnes prédictions, ça ne donne jamais les bonnes tranches de travail, parce qu'on a aussi une problématique sur la prise du pouls au niveau de la montre lorsqu'on n'a pas de ceinture, qui est globalement largement faussée, hein. Dernièrement, moi j'ai fait un footing avec une montre à captation au poignet. Je suis monté à 189 de pulsation, sachant que mesuré en labo, ma fréquence cardiaque maximum est à 172. Donc vous voyez, la mesure peut être très aléatoire, hein. On en avait parlé dans un Iron Café. Donc il faut prendre avec beaucoup de recul tous ces éléments d'analyse. C'est des indicateurs généraux, ça vous donne une tendance. Globalement, ça vous donne une tendance, mais n'en faites pas parole de Bible, parce que même un entraîneur qui vous connaît très bien ne pourra pas déterminer avec autant de finesse les choses, parce que tout ne se résume pas, comme je le dis souvent, à ce que vous faites sur la piste et finalement à vos retours physiologiques de réponse à une séance d'entraînement. Il y a tellement d'autres choses qui interviennent que réduire l'effet d'un entraînement ou la prédiction d'une performance sur cette simple analyse sera obligatoirement faussée. Alors moi, ces outils d'analyse, je les trouve surtout ludiques. Voilà, c'est rigolo. Il ne faut pas le prendre vraiment pour argent comptant, mais ça peut quand même avoir son intérêt, notamment en phase de reprise, pour voir une évolution, une progression quand on débute. Mais c'est clair que quand je suis dans le cœur de ma prépa marathon, c'est pas des données qui sont pertinentes, elles sont même complètement incohérentes. Donc voilà, mais c'est un côté ludique et c'est sympa en période de reprise ou en période de réathlétisation. Ça permet d'avoir des indicateurs quand même qui peuvent être intéressants et récréatifs. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux. Nous voici à la fin de cette FAQ de l'hiver. Les garçons, merci beaucoup pour vos réponses et pour ce beau moment passé ensemble. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter évidemment de très belles fêtes de fin d'année et de belles aventures à venir pour 2021. Merci, bonne fête à toutes et tous, et puis à l'année prochaine, et puis Lauriane certainement au FAQ de cet été. Rendez-vous pris. À bientôt.